Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine T'as vu, le magazine des masters de journalisme de l'Université catholique de Lille. Au programme des reportages, dont un sur le projet d'une nouvelle école démocratique dans le Nord, suivi d'un reportage sur des menus sans glucides dans un restaurant de Roubaix, avant de finir avec un reportage sur l'événement de cette semaine, la récré de la Cato, avant de conclure avec l'agenda culturel hebdomadaire et enfin l'interview du jour qui sera Jérémy Crédeville. Au passage, on va d'abord commencer par le premier reportage qui est un portrait, le portrait de la semaine sur la fondatrice d'une école démocratique dans le Nord, la deuxième qui existe dans le Nord. C'est un portrait réalisé par Charlotte Huguer et Victoire Demeulenar. Raphaël Salmon, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez 27 ans et vous êtes à l'initiative de l'école Inspirée, qui est la première école démocratique du Nord. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez tout simplement nous expliquer ce que c'est que l'école Inspirée? L'école Inspirée est une école qui propose une alternative pour ses enfants, donc tout le spectre scolaire, donc environ de 4 à 19 ans, pour venir se retrouver dans un espace dans lequel ils pourraient avoir le temps de réfléchir à ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin et par quels médias ils souhaitent passer pour répondre à ces enjeux-là. Et donc, comment vous comptez mettre concrètement en place l'école Inspirée? Concrètement, c'est avoir un espace fixe dans lequel on accueille les enfants, qui reprend en fait une école, donc dans le terme, Scola en fait, pour apprendre. Donc avec un programme ou une suite en tout cas. Alors justement, c'est là qu'il y a une grosse différence. Concrètement, il n'y a pas de programme. Les enfants font ce qu'ils veulent dans un cadre qui est décidé par les adultes et les enfants. Voilà, c'est ça la grosse différence avec ce qu'on connaît dans la société actuellement. Et comment accueille votre projet la mairie, les collectivités, etc. Comment vous leur présentez et leur accueil? On n'essaye pas de convaincre tout le monde. La chance qu'on a au niveau des mairies, etc., c'est qu'on suit un courant, on suit quelque chose qui est déjà de plus en plus... de manière générale, on est vraiment accueillis, au moins entendus. On éveille des curiosités et des questions. Et dernière chose, justement, quels sont les retours globalement des familles, cette fois des familles que vous rencontrez, des enfants même à qui vous en parlez, des parents, parce qu'ils sont quand même hors du circuit, on va dire, administratif, donc ils ont sûrement une autre vision des choses. Que retiennent-ils? Alors, déjà, il faut savoir que nous, là, on est dans une période qui est un peu frustrante, parce que ça fait 1 an en fait, qu'on communique sur le projet. Donc moi, j'ai commencé en septembre et j'ai communiqué tout de suite dessus. Voilà. Les parents nous suivent aussi. Dès qu'il y a quelque chose qui sort, ils sont contents pour nous. Ils viennent en conférence, ils en parlent autour d'eux. Beaucoup se proposent pour œuvrer au sein de l'école. Donc souvent, ils disent, je sais pas, moi, je suis prof de yoga, donc je peux peut-être le proposer dans votre école. Ou moi, je suis juste la mère de Justine, mais... j'aimerais pouvoir être là et puis pouvoir aider peut-être à la cuisine ou à quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Donc il y a même des volontaires. En tout énormément. Cas, donc c'est un projet en tout cas qui progresse, on va dire, de mois en mois et vous avez bon espoir pour la suite. Je suis tout à fait positive. Pour moi, c'est évident qu'elle va ouvrir. J'ai pas du tout de doute là-dessus. Je suis un peu frustrée parfois du temps que ça prend, mais je suis très confiante. Et je suis pleine de gratitude pour ce que ça apporte à ma vie. Charlotte Huguer nous a rejoint sur le plateau du magazine T'as vu pour nous parler justement de ce portrait de Raphaël Salmon. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment est venue l'idée pour cette jeune femme d'ouvrir une nouvelle école démocratique dans le Nord, qui est la deuxième C'est la deuxième, c'est ça. Elle n'a pas encore ouvert. Pour le moment, c'est un projet, mais qui est en bonne voie pour ouvrir. Donc elle a eu l'idée, elle a fait un voyage à Montréal il y a quelques temps, et à Montréal, elle faisait une formation d'hypnothérapeute, et à cette occasion-là, elle a travaillé pour une famille qui avait un enfant handicapé, et les parents lui ont dit, on a envie que notre enfant, il continue d'apprendre en s'amusant. Et au fil notamment de ce contact-là avec cet enfant, elle s'est dit que c'était un beau projet et qu'elle avait envie d'en ouvrir une deuxième dans le Nord. Et vous me parliez des parents, justement, quelle est la place des parents justement dans ce projet? Est-ce qu'il y a des parents qui se sont dit oui, on aimerait bien que notre enfant fasse tel cours, tel atelier pour ce projet?
Alors, il y a des parents qui, justement, arrivent avec l'idée qu'ils peuvent proposer, mais souvent, c'est surtout l'initiative de l'enfant. C'est avant tout, quand on lui a parlé, elle a beaucoup insisté sur sur le droit à l'enfant. Le droit de l'enfant, pardon, c'est vraiment l'enfant qui décide, qui choisit ce qu'il veut faire. S'il a envie de faire une journée où il fait que de la cuisine, il fera que de la cuisine. S'il a envie de faire des cours plus classiques, il peut aussi. Et il reste un peu encadré par des enseignants, mais les parents n'ont pas énormément d'influence là-dessus. Et est-ce qu'à l'avenir, il y aura d'autres écoles dans le Nord, puisqu'il y en a déjà 2, comme je l'ai rappelé? Est-ce qu'à l'avenir, cela va se généraliser dans d'autres villes de la région Hauts-de-France? Ça devrait, il y en a déjà beaucoup en France et dans le monde. Et on peut penser, oui, qu'après quand elle aura ouverte, la deuxième, ça peut en inspirer d'autres, justement. Et oui, je pense qu'il y en aura un peu plus dans le Nord. Merci beaucoup Charlotte. On passe tout de suite à notre deuxième reportage qui porte sur la Garden Food. En effet, 3,5 millions de personnes sont atteintes du diabète. Certaines ayant cette pathologie ne peuvent pas aller au restaurant. Enfin, cela représente un calvaire pour eux d'aller au restaurant. Et donc, pour sensibiliser les restaurateurs, de nombreux commerces, comme un restaurant qui s'appelle Garden Food situé à Roubaix, ont décidé de proposer des menus sans glucides. Un reportage de Clara Lefebvre-Manon et de Valentin Delepol. Du 14 novembre au 2 décembre, l'entreprise Glucilib lance dans les Hauts-de-France une opération afin de bannir les glucides dans les assiettes. 4 restaurants participent à cette expérience, 2 à Valenciennes, 1 à Arras et 1 à Roubaix. Ce projet est mis en place dans le but de séduire les personnes ne se déplaçant plus au restaurant à cause des glucides. Glucilib, c'est un projet qui, dans un premier temps, consistait à accompagner 4 restaurants pour qu'ils puissent construire une offre adaptée aux personnes qui gèrent leurs glucides. Donc, quand on parle des personnes qui gèrent leurs glucides, on va s'intéresser aux personnes qui comptent leurs glucides, qui limitent leurs glucides. Le Garden Food de Roubaix est un lieu de restauration rapide mais qui s'inscrit dans la mode du healthy food. Les repas sont équilibrés, sains et sans conservateurs. Le projet de Glucilib correspond aux valeurs du Garden Food. C'est une opportunité pour les restaurants d'avoir une nouvelle clientèle et de se faire connaître. Je dirais surtout que ça peut permettre à certaines personnes qui ne nous connaissent pas et qui ont des soucis en termes de sucre, de glucides, de pouvoir venir chez nous et de pouvoir prendre des repas et même des desserts, parce que nous faisons très attention, nous, de ce côté-là. Donc du coup, je pense que c'est plus de trouver une offre et une demande et de se croiser, en fait. Ça peut faire venir plus de clients, parce que justement, ce sont ces gens qui ne savaient pas où déjeuner, ou en tout cas où prendre un goûter, ils ne savaient pas où aller. Et justement, avec cette opération, ils vont prendre connaissance de notre lieu. Et du coup, pour nous, ça fera certainement plus de clients aussi grâce à ça. On appelle ça le ruissellement. Un client qui fait attention à ce qu'il mange ou qui a des soucis en termes de glucides ou de sucre peut amener d'autres personnes, sa famille, et du coup, et après le bouche à oreille, donc ça peut fonctionner comme ça aussi. Pour l'occasion, certains plats sont retravaillés et ont été validés par une diététicienne. Certains restaurateurs se sont fait accompagner par une pâtissière spécialisée dans les desserts sans sucre. À la base, les recettes étaient déjà très élaborées côté sucre. On faisait très attention. En tout cas, on n'utilisait pas tout le temps du sucre classique, du sucre moins raffiné. Donc déjà, à ce niveau-là, en termes de modification de recettes, ça a été rapide. Et ensuite, on a complètement des produits qui rentrent complètement dans le cadre, tels que l'acai bowl, qui est hyper naturel et qui est très pauvre en sucre. Donc on avait déjà, sans le savoir, une offre pour ces clients, pour cette typologie de clients. Le but de cette opération est de montrer aux gluciconscients que les restaurateurs impliqués peuvent préparer des plats adaptés à leurs besoins. Il y a une volonté d'influencer d'autres restaurants afin qu'ils proposent des plats sans glucides. C'est vraiment l'objectif de l'opération, c'est de montrer d'une part que c'est pas compliqué à mettre en œuvre, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. On arrive avec le terme glucides et puis les restaurateurs ont l'impression qu'on va parler de quelque chose de très scientifique, de très technique, de très contraignant. En plus, derrière, on explique que certains des consommateurs qui sont intéressés par ça, ils ont une pathologie, donc beaucoup de choses qui leur font peur. Et donc, c'est d'une part montrer que non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. En fait, c'est simple. En fait, c'est possible de mettre en œuvre, c'est même facile. Et puis, la deuxième chose qu'on cherche à montrer au travers de l'opération, consommateurs intéressés par ces problématiques-là, il y en a plein, ils sont en attente. Et donc, il y a un intérêt pour les restaurateurs à s'y intéresser. Depuis quelques années, le sujet autour du bien-être alimentaire est en vogue. Certains restaurateurs surfent sur ce type d'alimentation pour se spécialiser dans ce genre de restauration. Mais ce n'est pas qu'un phénomène de mode. La demande d'alimentation saine est croissante.
Je suis convaincue que ça va durer, d'une part parce qu'il y a des gens qui le font justement pas du fait d'un phénomène de mode, qui sont contraints. Ils sont 3,5 millions en France, c'est des personnes qui sont diabétiques. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment en fait, c'est pas tant bannir les glucides qu'on propose dans Glucilide, c'est donner des clés aux restaurateurs pour comprendre comment, au travers la notion de différents types de nutriments et notamment en se concentrant sur les glucides, on peut adapter son offre et on peut comprendre les attentes des différents consommateurs. Donc le curseur, on le mettra là où sont les attentes, mais au moins les restaurateurs sont capables de comprendre les choses. L'opération Glucilib fera le bonheur des clients ayant un régime alimentaire spécifique. Clara Lefebvre-Manon nous a rejoint sur le plateau du magazine T'as vu. Bonjour Clara. Bonjour Charlie. Alors d'où vient cette initiative, cette opération lancée par Glucilib, si j'ai bien compris? Alors l'initiative en fait a été lancée par Aline Cheminot qui a pris contact avec le gérant du restaurant Garden Food à Roubaix. Et en fait, cette idée lui vient puisque déjà sa fille est atteinte de diabète, donc elle est déjà directement touchée en fait par le fléau, si je puis dire. Et elle voulait surtout montrer que c'était simple de manger en fait sans glucides, tout simplement, et que c'était à la portée de tout le monde. Et au-delà de l'aspect sanitaire, quels sont les autres buts de cette opération? Alors effectivement, il y a un aspect sanitaire, comme vous l'avez dit, mais ça s'intègre aussi dans le phénomène du bien manger, du véganisme et de tous les autres régimes, que ce soit sans gluten ou autres. Est-ce qu'à l'avenir, il y aura d'autres projets lancés par Glucilib pour sensibiliser les restaurateurs à ce phénomène? Alors, déjà, Glucilib est en lien avec 4 autres restaurants. Enfin, ils sont 4 restaurants à participer à cette action. Et alors, Aline Cheminot, elle voudrait créer une application, elle, pour géolocaliser en fait tous ces types de restaurants pour que les gens atteints de diabète ou d'autres régimes particuliers puissent consulter cette application et trouver le restaurant le plus proche ou un nouveau restaurant qui, justement, leur permettra de manger tranquillement, sans se soucier de ce qu'il y a à l'intérieur. Et concernant Garden Food, eh bien, on vient d'apprendre il y a quelques jours qu'ils ouvraient un second restaurant à Arras, fort de leur succès. Après un an à Roubaix, ils décident d'ouvrir un autre restaurant à Arras. Et où ils proposeront aussi certainement ces menus sans glucides. Alors, exactement, je pense qu'ils vont garder le même concept, de la healthy food, mais c'est vrai qu'ils vont potentiellement continuer à cuisiner sans glucides. Merci beaucoup Clara. Si je vous dis taureau mécanique, marocanard et d'autres animations type concert, non, ce n'est pas la fête foraine. C'était l'événement de ce mercredi, la récré de la Cato, un événement où se sont rendus Armand Lavenne et Antoine Ziatlecki. Ce 14 novembre, c'est l'occasion de retourner en enfance ici sur le parking P1 de la Cato. C'est la récré de la Cato, l'événement tant attendu par les étudiants et organisé par la Fédé. Je suis avec Alexandra qui est co-responsable à la Fédé de la récré. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet événement aujourd'hui? Donc c'est un événement qui a lieu de 11h à 18h et c'est un événement qui essaie de réunir les deux générations, donc les enfants et les étudiants. Donc il y a plusieurs activités comme un taureau mécanique, un parcours du combattant, un super karaoké organisé par l'association karaoké d'HEI. Il y a aussi une pêche à canard et en fait ce qui est marrant ici c'est qu'on peut mélanger les enfants et les étudiants et faire un événement intergénérationnel et c'est franchement sympa. Et dans quel but vous organisez cet événement? Justement dans le but d'essayer de ressouder les liens avec les mairies de quartier et avec le quartier Vauban-Escarme et c'est aussi pour récolter des fonds pour l'Agorae, donc l'épicerie solidaire de la Cato. Donc je suis avec Benoît qui est au service civique de l'Agorae et il va nous expliquer ce que c'est justement l'Agorae. Alors l'Agorae, c'est une épicerie solidaire à destination des étudiants de la métropole lilloise, seulement les étudiants. Et voilà, l'étudiant vient nous fournir un dossier de demande d'admission avec des critères sur critères sociaux, mais que sur l'étudiant lui-même, pas sur ses parents, comme ce qu'il peut avoir pour les bourses, des trucs comme ça. Et donc c'est en fonction de ses revenus et de ses dépenses. Et à partir de là, on peut calculer un peu le panier auquel il a le droit à l'Agorae. Et après, c'est une épicerie solidaire où il y a différents produits accessibles, dont l'exemple le plus typique pour un étudiant, ça va être le paquet de pâtes de 500 grammes à 7 centimes, qui est à 70 centimes dans un magasin classique. Et même si on est au sein de l'Université catholique de Lille, c'est sur le campus, on peut accueillir tout le monde de la métropole. Du coup, on lutte quand même un peu contre les clichés qu'il puisse avoir sur l'épicerie solidaire, c'est ceux vraiment qui sont à la dèche ou vraiment les gens comme ça. Et nous, on lutte vraiment sur ces clichés-là parce que c'est pas parce qu'on est dans une université catholique, quelque chose de privé où il y a quand même de la demande, quoi. 50% des étudiants sont boursés à la Cato. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une demande et une nécessité d'avoir ce genre d'épicerie, quoi.
Comme chaque année, la récré de la Cato a réuni beaucoup de monde, des enfants, des étudiants, des parents, qui se sont tous amusés pour la bonne cause, pour l'Agorae. Mais celui qui s'est le plus amusé aujourd'hui, c'est évidemment le taureau. Alors, Valentin Delepon nous a rejoint sur le plateau. Il nous parlera de l'agenda culturel avec les événements de ce week-end. Mais avant ça, on va revenir sur notre reportage avec Armand Lavenne. Bonjour Armand. Bonjour Charlie. Alors, comme vous l'avez dit, cette initiative a pour but de récolter également des dons pour l'Agorae. Et justement, d'où cette question. Comment l'Agorae obtient-elle ces denrées alimentaires? Eh bien, en fait, l'Agorae, ils souscrivent en fait, à l'année à la banque alimentaire, donc, ce qui leur permet d'avoir une livraison par mois. Donc en ce moment, comme le nombre de demandeurs est grandissant, enfin de bénéficiaires, ils peuvent prendre de plus en plus de produits, ça dépend des mois en fait. Donc là, ils tournent autour de 1 tonne de denrées alimentaires par mois. Et ensuite, ils peuvent aussi se caler sur les besoins de quelqu'un, par exemple, passer des commandes d'autres choses, je sais pas, tout ce qui est hygiène, des 4 quarts, des yaourts. Et est-ce que cet événement est exclusivement réservé aux étudiants? Oui, c'est exclusivement réservé aux étudiants, mais des étudiants qui viennent de tous bords. Ça peut être des étudiants de l'université de Lille 1, ça peut être la Cato. Donc il n'y a vraiment aucune limite à part à être justement étudiant dans un établissement, mais n'importe lequel. Et est-ce que vous aussi, vous avez été sur ce taureau mécanique? Non, je n'ai pas été sur ce taureau mécanique. À ma plus grande tristesse, je n'ai pas été. Peut-être l'année prochaine? Je n'ai pas dompté. Peut-être l'année prochaine, avec plaisir. Merci beaucoup Armand. Tout de suite, nous allons nous diriger vers Valentin, qui va nous parler des événements de la semaine. Alors Valentin, que se passe-t-il ce week-end? J'ai entendu dire par exemple que ce soir, c'est la première édition du Rennes Music Live, c'est ça? Et oui, au bistrot de Saint-Saul à la gare Saint-Sauveur, 4 groupes seront présents pour une spéciale cover. Pour cette première édition du Rennes Music Live, des reprises de Queen, Rolling Stones ou encore Louise Attaque seront proposées. Cet événement fait suite au projet fou d'une vingtaine de chefs d'entreprise, tous membres et lauréats de réseau Entreprendre Nord, qui se sont lancés le challenge de former plusieurs groupes de musiciens et organiser un concert. Au total, donc 4 groupes et 2 disques jockeys seront donc présents. Donc, parmi les groupes Ben et Breakfast, Reg Dang, Bad Panthers, The Broken Arms et pour les DJ, DJ Écureuil et DJ Doudou. Une collecte sera... Doudou. Oui, c'est original. Et une collecte sera organisée au profit d'ABEJ Solidarité. Il y aura également un salon des vins et des vignerons indépendants qui va débarquer également à Lille. C'est dès aujourd'hui et jusqu'au 19 novembre à Lille Grand Palais. Aura donc lieu la 22e édition du salon des vins des vignerons indépendants. Des centaines de producteurs venus des 4 coins de France seront présents pour faire déguster leurs produits. Les stands sont classés par appellation et zone géographique. Ils sont tenus par les vignerons eux-mêmes qui peuvent répondre en direct aux questions des visiteurs. Ils sont à la disposition. C'est de 10h à 20h, donc du 16 au 18 novembre, et de 10h à 18h le 19 novembre. L'entrée est entre 3 et 6 euros. Après le vin à la bière, il y a également une dégustation de bière artisanale ce samedi. Donc sortez vos gilets jaunes, messieurs. Exactement, c'est en pleine actu. Donc le bar solidaire participatif et culturel de la ressourcerie a pour volonté de mettre en avant les talents de la région. Sur place, une sélection de bières y est proposée, comme la jonquille à la pression. Vous pourrez déguster 4 bières sélectionnées par un animateur biérologue et des planches apéritives seront à votre disposition. Durant les 2 heures de l'événement, il sera possible d'échanger avec un expert de la bière pour découvrir les secrets de fabrication. L'événement aura lieu de 17 à 19h ce samedi, donc au bar de la ressourcerie, situé rue de l'hôpital militaire. C'est 25 € la place et c'est sur réservation. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci beaucoup Valentin. Et il y a également ce week-end la 5e édition des pochettes surprises, c'est ça? C'est ça, alors proposé par le LAM, donc Lille Métropole, Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. Le week-end des pochettes surprises revient à Villeneuve-d'Ascq. Ce sont 2 jours festifs avec des activités récréatives à partager en famille. Un parcours sera entièrement imaginé pour mettre le corps en mouvement et revisiter le musée, ses expositions temporaires et sa collection sous l'angle de la danse. Plusieurs activités y seront proposées ainsi que des ateliers sont au programme. C'est dès 2 ans et c'est gratuit. C'est de 10h à 18h.
Et enfin, notre invité se produit également à Lille, Valentin. Et oui, on termine cet agenda culturel en rappelant que samedi et lundi, Jérémy Crédeville jouera son nouveau spectacle intitulé « En vrai, le titre, on s'en fout » à Lille. Après avoir eu du succès avec Parfait et encore Je suis modeste, Jérémy Crédeville sera demain samedi au Splendide à 20h et lundi 19 novembre au Spotlight à 21h30. Et justement, en attendant Jérémy Crédeville, nous allons regarder tout de suite un extrait de son premier spectacle « Parfait et encore Je suis modeste ». Une R5. Mes parents m'offrent une R5. Et le jour où ils me l'offrent, ma mère me dit « Va voir devant la maison, t'as offert une nouvelle voiture. » Je me précipite à la fenêtre. Bah, maman, je la vois pas, il y a un vieux con qui a garé sa poubelle devant. Comment ça? Ma voiture. Ma voiture. Viens ici. Viens ici. Viens. Bon, elle n'a pas pu venir ce soir. Je suis du Nord-Pas-de-Calais, donc... Voilà, hein. En temps normal, ma mère n'a pas une tête d'émeu, hein, je vous rassure. Je dis émeu parce que c'est un cousin de l'autruche, mais autruche, c'est chiant, parce que ça fait super mal, du coup... Bon, maman, c'est très bizarre, quand même. Pourquoi vous m'aimez pas? Tu sais que... Bon, je suis pas ventriloque non plus, hein, donc... imaginez ces réponses, voilà. Pourquoi vous m'aimez pas? Eh ben parce qu'il y a quoi? Il y a des boules sur le volant, il y a de la moumoute sur le siège, et il y a... C'est quoi ça? C'est une flûte de Pan sur le rétro. Qu'est-ce que je vais faire d'une flûte de Pan sur le rétro? Ouais. Et c'est quoi cette couleur? Non, c'est pas rouge, ça, c'est rose bite de chien, ça. Je vois que tout le monde a la couleur. Quel cas je vous en laisse vous en imprégner? Papa! Viens! Viens! Bon, pour les mêmes raisons. Oui, s'ils se ressemblent, c'est parce qu'ils sont frères et sœurs. Hein. Je viens du Nord-Pas-de-Calais. Alors, Jérémy Crédeville nous a rejoint sur le magazine T'as vu. Bonjour Jérémy. Salut. Alors, on dit Jérémy, mais devrais-je vous appeler G? Non, Jérémy, c'était l'ancien moi. Et vous êtes un ancien coach sportif, passé notamment par la Coupe Paris Art Pro en 2016. Vous avez fait quelques passages aussi à On n'est pas couché, avec justement ce nom G. On n'est pas couché, non? On n'est pas couché, pardon. On demande qu'à rien. Une autre émission de France 2 animée par... Mais je n'ai pas couché, c'est vrai. Et vous vous êtes révélé médiatiquement, entre guillemets, avec... le Jamel Comedy Club, lors de la 9e édition, c'est bien ça? C'est ça, oui, c'était en 2016, je crois, en juin. On avait fait les tournages en mai, juin ou juillet. C'était août, tu vois, je te dis juin, juillet, août, été 2016, voilà. Et d'où vient justement ce personnage un peu, entre guillemets, hautain et très virulent envers la région du Nord-Pas-de-Calais? Oh, qui aime bien châtie bien. Non, c'était une petite carapace que je m'étais forgée au départ, parce que je voulais pas aller à poil sur scène. Maintenant, je suis régulièrement nu sur scène, hein, ce que les gens apprécient beaucoup. Mais à la base, non, je voulais mettre une petite carapace, une petite distance entre mon vrai moi et puis le perso. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement à mettre ce perso sur scène? Parce que vous dites que vous êtes un enfant du Spotlight. Qu'est-ce qui a fait de vous cet enfant du Spotlight? Moi, je suis arrivé sur scène par accident, en fait. C'est un pote à moi qui s'est marié, il m'a pas choisi comme témoin. Du coup, à son mariage, j'ai fait les 10 pires discours qu'un marié pouvait recevoir de son témoin. Sa nana qui était comédienne m'a inscrite à un concours d'humour et je l'ai remporté. Et du coup, j'avais pour... le lot du gagnant, c'était de faire 3 dates avec un spectacle complet seulement. Moi, j'avais 10 minutes de discours à la base. Donc, j'ai travaillé au Spotlight, le spectacle que je devais construire en entier. J'ai fait mes 3 dates et en me disant je vais jouer juste devant des potes et puis ce sera terminé. En fait, non, j'étais reprogrammé au Biplan notamment, après au Spotlight, dans la région lilloise et c'est comme ça que ça a commencé. En parlant de vos amis, vous êtes issus de cette génération d'âge d'or du Nord, d'humoristes du Nord, si je puis dire, avec d'autres noms comme Jojo Bernard, Yacine Cassi, Louis Bonnour ou Maé. Ouais. Et justement, je me suis entretenu avec eux et la plupart m'ont dit que vous les avez fait beaucoup pour les pousser à aller sur scène. Comme vous, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 10 ans que vous faites de la scène. Et justement, vous avez un peu l'image de taulier. Est-ce que vous estimez justement, est-ce que vous avez cette image de taulier? Je crois pas. Non. Après, je sais que quand on me demande des conseils, moi j'aime bien en donner. Après, je pars de mon expérience à moi. Je ne suis pas parole d'évangile, mais quand on me demande un petit peu des conseils, moi je sais que quand j'en demandais à l'époque et qu'on ne m'en donnait pas, j'ai perdu un peu de temps. Alors s'ils peuvent un peu gagner de temps, si je leur donne 2-3 trucs, moi ça me va. Mais non, je le fais avec plaisir. Et justement, comment expliquez-vous
cette médiatisation tardive, parce que ça fait 10 ans que vous faites de la scène, comme j'ai dit, comment expliquez-vous qu'on parle de vous dû au fait que vous avez participé aux émissions de télé, de TF1 avec Arthur, vous avez participé à des émissions sur France 2 et vous faites également de la radio pour France Inter. Ouais, mais ça c'est le chemin classique en fait. On met tous. Moi j'ai commencé en 2011, donc ça fait un peu moins de 10 ans, mais je faisais de l'impro avant en amateur et je suis intermittent depuis 2011. En fait c'est le chemin classique. On met à peu près 6-8 ans à émerger médiatiquement. Ça vient jamais du jour au lendemain. Tous les gens qui cartonnent aujourd'hui, ils ont au moins 8-10 ans de taf avant. Mais on a toujours l'impression que le mec débarque parce qu'on le voit d'un coup émerger, mais c'est toujours du travail en amont. Et lors de vos passages télé, justement, est-ce qu'il y a un effet immédiat sur les ventes de billets de votre spectacle? Immédiat, ouais, enfin on sent, ouais, il y a des ajouts sur les réseaux sociaux, etc. Forcément, oui, quand on annonce une date, il y a des ventes en plus. Après, on remplit pas un Sébastopol en disant j'y suis le 14 mars, mais il y a oui, il y a des ventes qui se font. Ouais, et en quoi ces 3 exercices diffèrent? La scène, la radio, la télé? Comment on fait pour s'adapter à ces 3 exercices différents? Eh bien, on travaille. Télé, tu peux couper, donc tu peux tricher, il n'y a pas de souci. La radio, c'est en direct très souvent, et il n'y a pas le média visuel, donc il faut aussi se dire que les gens qui t'écoutent dans la voiture, il faut faire passer un certain vecteur d'humour. Du coup, c'est un peu compliqué. Enfin, moi j'ai un petit peu plus de mal à la radio, mais je bûche. Et la scène, il y a le rapport direct avec le public où tu peux pas tricher. Là, si tu te plantes, les gens le voient. Donc tu peux pas faire on coupe, on recommence. Vous vous mettriez dans quelle catégorie par rapport aux humoristes du Nord? Parce que par exemple, on a Danny Boone, le précurseur, qui exagère un peu l'accent. On a Jojo Bernard qui est très cru. Ouais. Vous êtes, comment dire, dans quelle catégorie vous mettez-vous par rapport à ces humoristes? Dans l'idée, le but, c'est de pas ressembler à des gens qui existent déjà. Du coup, je sais pas trop où je me mettrais dans... Tu vois, où je me situerais là-dedans. Peut-être un mélange des deux, vous êtes assez virulent tout en jouant sur le côté nord. Ouais, après je vais pas avec le gros accent à la Jean-Philippe Janssen, hein, que je salue s'il nous regarde. Mais non, j'essaie de me placer un petit peu ailleurs, j'essaie de faire du trash élégant. Vous revenez à Lille avec un deuxième spectacle qui se nomme... le titre, on s'en fout aussi. Voilà, en vrai le titre, on s'en fout. En vrai le titre, on s'en fout, merci. Et qu'est-ce qui diffère de votre premier spectacle en termes d'évolution par rapport à vos débuts? Il n'y a plus du tout ce personnage derrière lequel je me cache. Je me suis beaucoup libéré. J'ai bossé avec un metteur en scène qui est le metteur en scène de Baptiste Le Caplin et Manu Payette. Et du coup, il y a beaucoup plus d'absurde dans ce spectacle-là. J'assume le côté plus clown, entre guillemets, et plus moi, plutôt que de me cacher derrière un personnage qui parle comme ça. Et est-ce que le cinéma vous intéresse? Le cinéma me fait des petits appels du pied. J'ai tourné là avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque il n'y a pas longtemps. Donc c'est une comédie qui sortira en juin. Je pense que je fais 4 minutes 30 d'apparition dans le film. Hein. C'est 7 jours de tournage, mais juste pour jouer le fils. Et ça m'intéresse parce que c'est marrant. C'est un petit truc, c'est une récréation, quoi. Mais le but, c'est de faire du théâtre vivant le plus longtemps possible. Et beaucoup disent que vous ressemblez à Johnny Hallyday étant très jeune. Ouais. Si on vous propose un biopic, vous acceptez? Ah bah là, c'est le jackpot. Ouais. Il y a déjà des petits projets qui sont en cours autour de Johnny, mais pour l'instant, rien de bien concret, rien de bien intéressant. Parce que tout le monde veut la primeur du truc. Du coup, il y en a plein qui se jettent dans le truc, mais il y a des choses un peu peut-être encore assez tôt aussi. Ouais, enfin après, je vais de plus en plus lui ressembler vieux, donc ce serait dommage. Merci beaucoup, Jérémy, d'être venu sur le magazine T'as vu. C'est la fin de notre édition de magazine T'as vu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec un nouvel invité et de nouveaux reportages. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans le magazine T'as vu.